et planétaire de ces dernières années, de la décennie, les réseaux sociaux. Alors le premier de ces réseaux, comme vous le savez, le plus connu, le plus utilisé, c'est Facebook. Donc j'invite à rejoindre sur cette scène son directeur pour la France et pour l'Europe du Sud, Monsieur Laurent Soli, que je vous demande d'applaudir. Avec lui, le créateur d'un média digital, parce que c'était bien d'avoir sur cette scène des gens qui sont là, dans les réseaux sociaux, et qui vont nous expliquer ce qu'ils en attendent, pourquoi ils le font, et à qui nous allons poser cette question, si les réseaux sociaux sont une aide ou un obstacle au vivre ensemble. J'appelle M. Thomas Huchon, créateur du média digital Spicy. Et la grande inquiétude pour les réseaux sociaux, c'est quelles conséquences pour la jeunesse. J'appelle Madame Monique Dagneau, sociologue de la jeunesse. Ce débat sera animé par Édouard Reis-Carona, rédacteur en chef délégué à Ouest France, chargé des contenus et du développement numérique. À toi, Édouard. Merci, Alain. Je pense que je vais vous passer votre micro, Madame Dagneau. Bonjour à tous. Donc, nous allons parler pendant 1 heure d'une activité qui est vieille comme le monde, la communication entre les hommes. La société en réseau, ce n'est pas un concept nouveau, hein, même si la technologie est venue changer la donne. Le réseau social, c'est, pour rappeler, un groupement qui a un sens, un agrément de liens entre les individus. Sur le papier, c'est plutôt séduisant. Mais justement, ce concept a-t-il toujours un sens? On n'a jamais eu autant d'amis, notamment grâce à vous, monsieur, grâce à Facebook. Nous allons échanger sur ce que sont les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qu'ils apportent au vivre ensemble, avant de nous attarder sur peut-être les côtés un peu plus sombres de la force. 2 slides pour commencer, pour vous planter le décor des réseaux sociaux en France. Voilà. Donc ce sont les chiffres 2017 qui ont évolué, puisque Facebook était à 31 millions, aujourd'hui en France doit être autour de 35 millions. C'est ça, monsieur Soli? À peu près. Donc vous voyez le poids au niveau mondial, près de 2 milliards de personnes qui ont un compte Facebook. YouTube, Galaxy, Google, 26 millions. Twitter en dessous, Instagram qui appartient à Facebook, Snapchat, LinkedIn, etc. Donc vous voyez le poids à gauche des réseaux sociaux en France, le poids mondial à droite, avec donc des gens de plus en plus connectés. Un deuxième slide pour mesurer la complexité, avec la crédibilité des réseaux sociaux qui est au plus bas. Donc beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas forcément toujours confiance. 25% des gens ont confiance dans ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux. Et vous voyez que ce sont encore les sites des médias en ligne qui ont le plus gros poids. Je vais commencer ce débat. On va d'abord parler des réseaux sociaux comme aide au vivre ensemble avec Monique Dagneau. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous enseignez à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez été également maître de conférence à l'IEP. Donc vous avez beaucoup travaillé sur la jeunesse et la sociologie des médias. Vous avez écrit notamment 2 ouvrages. Un premier en 2011, Génération Y, les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion. Et plus récemment, il y a 1 an, le modèle californien, qui traitait de toute l'actualité d'Internet. J'ai une première question à vous poser, Madame Dagneau. Si je vous dis que les réseaux sociaux sont un moyen gratuit et facile de communiquer avec les autres, vous en pensez quoi? Je pense que ça représente à peu près la réalité. C'est gratuit, enfin c'est une économie indirecte, mais je dirais la même chose. TF1, c'est aussi de l'économie indirecte. Et ensuite, c'est de la communication décentralisée. Donc en fait, c'est une sorte d'utopie sociale qui s'est développée grâce à la puissance de la technologie, notamment à la cybernétique et puis à la mise en relation ensuite des ordinateurs. Et au bout du compte, derrière cela, il y avait l'idée de faire communiquer les individus sur un plan égalitaire, de leur permettre d'être à la fois contributeurs de contenu, mais évidemment consommateurs de contenu. Il y avait l'idée de la liberté de l'individu, lui donner de l'empowerment, comme on dit, c'est-à-dire un certain pouvoir. Il y avait l'idée du free speech, c'est-à-dire que c'était véritablement pour qu'il y ait la plus large circulation des contenus et de plus le contenu. Et il y avait cette idée de la gratuité qui
est un élément fort et compliqué d'ailleurs pour les opérateurs, cette culture de la gratuité qui était au départ, qui est un peu la culture des hackers. Donc pour moi, les réseaux sociaux, c'est free, la liberté de l'individu, donc dans une société des individus, évidemment, où peut-être le sens collectif se dilue un peu. Free speech, la libre circulation des contenus et le plus de contenus qui peuvent circuler, des contenus aussi bien, disons, labellisés par des médias que des contenus amateurs ou de la conversation. Et puis ensuite, free speech, c'est-à-dire l'idée que pour que ce modèle de société d'une communication décentralisée et cet accès à la connaissance, à l'information soit le plus libre possible, le plus étendu possible, eh bien, il fallait que ce soit gratuit. Donc au départ, vous avez des individus qui ont conçu une sorte d'utopie sociale dans les années 70 qui s'est développée. Au départ, c'était même d'ailleurs un peu un projet universitaire, parce que les premiers réseaux, c'est plutôt entre universitaires, donc avec le côté partage des intéressés, de l'information. Et ce qui est intéressant, à la fois, je m'intéresse évidemment à l'histoire de ce phénomène, qui a véritablement introduit une vraie rupture, un mode de fonctionnement de la société qui est quand même très fondamentalement différent. Et puis ensuite, évidemment, avec l'économie qui irrigue maintenant les réseaux sociaux, avec toutes les possibilités qui ont été données aux individus, qu'est-ce qu'ils en ont fait. Donc je m'intéresse à l'état actuel. Qu'est-ce que ça a donné, quels sont à la fois les bons côtés et les changements et évidemment les dérives. Voilà. Thomas Huchon, vous êtes journaliste, réalisateur de documentaires. Vous avez notamment cofondé, Alain l'a dit tout à l'heure, en 2015, un nouveau média qui s'appelle Spicy. On vous présente comme un spécialiste des théories du complot. Vous allez nous raconter tout à l'heure vos dernières expérimentations en la matière. Vous intervenez également dans les écoles pour sensibiliser aux pièges de l'Internet et de ce qui circule sur Internet. Un réseau social qui permet de relier des personnes en fonction de leur centre d'intérêt et de leurs interactions. C'est quand même plutôt séduisant comme concept originel. Bien entendu, c'est effectivement une espèce d'utopie dont vous avez parlé, la possibilité de relier des gens finalement au travers de leurs convictions, de leurs choix, de leurs loisirs, de leurs amours, mais aussi de leur haine. Et c'est effectivement là que peut-être l'utopie devient un peu plus compliquée à réaliser, surtout dans un pays comme la France, où il y a un certain nombre de valeurs de vivre ensemble qui n'existent pas forcément dans le pays dans lequel ces réseaux sociaux ont été fondés et qui utilisent bien plus souvent les principes légaux des États-Unis que ceux qui vont être les nôtres en France. C'est un immense avantage pour tout ce qui concerne la liberté d'expression, puisque la liberté d'expression aux États-Unis est beaucoup plus étendue que ce qu'on peut connaître en France. Et nous l'avons mesuré de manière très importante avec un certain nombre de journalistes spécialistes de ces questions, ça a aussi été le moyen de diffuser tout un tas de choses qui ne pouvaient pas se diffuser autrement et qui étaient bien souvent de la désinformation, des théories du complot, des fake news. Donc bien entendu, dans toutes les utopies, il y a une part de rêve et il y a une part de risque. La différence, c'est que là, on est en train de le vivre et quelque part, on apprend à marcher en marchant. Effectivement, les problèmes qui se posent à nous se posent à nous de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus abrupte, beaucoup plus rapide. Et la société a parfois du mal à trouver le moyen de faire face à ces changements, à ces modifications. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus, de manière beaucoup plus prégnante chez les jeunes. Moi, j'ai 36 ans aujourd'hui. Il se trouve que je me rends dans beaucoup d'écoles afin de faire de l'éducation aux médias, de l'éveil à l'esprit critique. Et quand je parle aux élèves d'un Internet sans réseaux sociaux, ils ne me croient pas. Ils ne croient pas que ça existe, un Internet sans réseaux sociaux. Et pourtant, il ne faut pas oublier que Facebook, ça date de 2007, ça a 10 ans. Ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans nos cultures depuis très longtemps. Et donc, il y a effectivement une part de rêve et d'idéal dans cette entreprise. Il y a aussi une part, à mon sens, plus sombre. Et ça va être le rôle des citoyens de rester vigilants sur ces questions et peut-être de créer de nouveaux outils de régulation afin de faire correspondre les pratiques de ces réseaux sociaux à la loi française. On parlera tout à l'heure justement des côtés plus sombres. Laurent Soli, vous êtes
énarque, un des plus jeunes préfets de France, je crois. Hein, vous avez été préfet. Vous avez débuté dans le monde de l'entreprise chez EDF avant de faire carrière aux côtés de Nicolas Sarkozy, notamment au ministère de l'Intérieur, puis au ministère des Finances. Vous avez accompagné sa victoire en 2007 avant de vous retrouver à la tête de la régie de TF1, plus bien la régie publicitaire, et à la tête donc de Facebook, d'abord Facebook France et vos missions élargies à l'Europe du Sud, Italie, Espagne, Portugal. On a l'impression que le web a libéré la parole, on a parlé tout à l'heure, avec parfois une forme d'anonymat qui complexifie un petit peu cette prise de parole et des dérives dont on parlera tout à l'heure. Est-ce que les réseaux sociaux sont toujours un lieu d'expression et de débat, selon vous ? Oui, je crois qu'ils le sont. Et il faut peut-être revenir, en tout cas ne pas oublier ce qu'ils ont permis, ce qu'ils ont donné, et la transformation extraordinaire qu'a permis la transformation digitale et la révolution numérique. Qu'il y ait des défis, de nouveaux problèmes, je suis persuadé qu'on va en parler. Thomas a commencé à en parler. J'allais dire, toute transformation de cette nature à cette vitesse engendre bien sûr de nouvelles questions pour les sociétés et pour les entreprises. Mais le premier point, c'est peut-être, en tout cas de constater, et le constat est tellement large et je pense partagé qu'on peut aller assez rapidement, c'est la transformation incroyable de la façon dont nous communiquons. Et nous ne nous rappelons plus, et pas uniquement les jeunes d'ailleurs, comment nous communiquions avant cette transformation numérique, et pas d'ailleurs uniquement Facebook. La transformation mobile en elle-même. Il serait intéressant si je demandais à la salle ici devant nous qui a un téléphone mobile. Si vous levez la main, je pense que 100% de la salle en a un. La façon dont les réseaux sociaux aussi, la constitution de groupes, la capacité, où que nous soyons dans le monde, de pouvoir parler aux gens qui comptent pour nous. La façon dont vous communiquez dans vos familles, la façon dont vous partagez pas seulement de la voix, mais du texte, de la vidéo, de la photo. La façon dont vous êtes en permanence rassemblés ou en contact avec les gens qui comptent pour vous, qu'ils habitent en Bretagne, à Rennes, aux États-Unis, en Australie, en Europe. La façon dont ces outils gratuits, en effet, extrêmement performants, ont aussi donné une voix à chacun. Et au-delà du caractère originel qui demeure, du réseau social, du lien social, qui, nous le savons tous, n'a pas été inventé avec la transformation digitale, mais qui est presque consubstantiel à l'être humain depuis qu'il est sur Terre, il y a aussi la façon dont ces outils, ces plateformes, Facebook, d'autres, vous ont donné une voix que vous utilisez. Les gens parlent, les gens commentent, les gens partagent, les gens critiquent, les gens se rassemblent, les gens s'associent avec des outils, avec une vitesse, avec une personnalisation dans les outils que nous n'avions jamais connue. Et cette transformation, je crois, a deux caractéristiques. C'est d'abord qu'elle a été extrêmement rapide. Et quand je dis extrêmement rapide, je devrais encore insister là-dessus. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de la transformation de l'humanité, industrielle, technologique et finalement sociale, d'une vitesse de transformation aussi rapide. Le premier iPhone est présenté par Steve Jobs en 2007. Il y a plus de téléphones portables dans le monde aujourd'hui que d'habitants de la planète. Et quand vous voyez les progrès de la connectivité, des réseaux 4G, demain 5G, mais quand je parle de 4G, je pense à l'Inde, qui était encore il y a un peu plus de 2 ans en 2G. Quand vous voyez la capacité d'avoir dans le monde des smartphones à prix réduit qui vont transformer des pays entiers, le continent africain, le continent indien, l'Asie qui est en avance sur un certain nombre d'éléments, nous sommes face à une transformation évidemment historique, extrêmement importante, mais elle a une valeur pour nous, c'est que nous avons accès aux gens qui comptent pour nous, à l'information partout dans le monde, et que cette information, nous la consommons, mais aussi nous agissons, nous discutons, nous critiquons, et puisque le thème c'est aussi la citoyenneté, on peut considérer que la façon dont s'exprime la citoyenneté a profondément changé. Donc la première chose que je veux dire, c'est qu'il faut, tout en faisant face à des nouveaux défis, je suis sûr qu'on va en parler, et il y en a, bien sûr, ne pas sous-estimer l'apport positif de toute cette transformation, de ces outils, de cette plateforme, Facebook, que j'ai l'honneur de représenter, mais d'autres, dans la façon
dont nous sommes des êtres sociaux, dans la façon dont nous sommes des citoyens, dans la façon dont nous sommes aussi des consommateurs, bref, dans la façon dont nous sommes des êtres nous-mêmes et dont nous communiquons avec les hommes, les femmes, les choses qui comptent pour nous. Monique Dagneau, est-ce que les réseaux sociaux offrent aux citoyens un accès plus direct à la vie publique, plus direct que jamais? Alors, bien sûr, moi je dirais véritablement, on est toujours dans l'aspect positif évidemment, je dirais que l'espace délibératif s'est profondément transformé et en mieux, parce que chaque personne, d'abord, si on prend simplement par Facebook, mais aussi par d'autres réseaux sociaux, est en contact avec plus de personnes qu'auparavant. C'est vrai que le mot ami est un peu illusoire. Il est en contact avec ses amis, mais il peut être en contact avec des amis qu'il n'aurait jamais de son ancienne vie ou de sa scolarité, qu'il n'aurait jamais rencontré s'il n'y avait pas eu ces réseaux, par exemple, mais aussi avec des amis d'amis. Et donc, les points de contact entre les individus se sont multipliés, même si, évidemment, c'est totalement illusoire d'imaginer qu'on communique avec 1000 personnes, par exemple. Le deuxième point, c'est que, évidemment, il y a beaucoup plus de circulation de contenu. On dit, alors pour les gens qui sont très actifs sur les réseaux, que finalement, l'information vient à eux plutôt qu'ils ne vont la chercher. Et franchement, pour ce qui me concerne, une grande part de ce que je lis, je ne le lirais sûrement pas si je n'étais pas dans ce maillage de réseaux sociaux, parce que ben voilà, je ne peux pas aller regarder tous les magazines, me documenter surtout. Or, plein de choses qui m'intéressent m'arrivent effectivement par mon réseau professionnel ou affinitaire. Et franchement, je connais beaucoup de chercheurs qui se nourrissent pour une grande part, suivent l'actualité de leur secteur par le biais de ces réseaux sociaux. Alors, là où l'espace délibératif s'est quand même transformé, c'est sur plusieurs points. D'abord, un réseau social, chacun en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que vous avez des fonctionnalités, vous pouvez avoir un usage purement familial, un usage familial et avec des amis. Vous pouvez avoir un usage très large où vous mêlez tout. Vous pouvez avoir un usage purement professionnel. Vous pouvez décider de ne rien mettre de personnel dans votre réseau, mais publier, raconter ce que vous faites dans votre vie professionnelle, échanger avec des personnes qui sont dans le même secteur, etc. Donc je dirais qu'il y a une grande labilité dans l'usage. Donc c'est pas si contraignant que ça. Ensuite, ce qui est très nouveau et qui transforme quand même effectivement l'espace délibératif, c'est que par les réseaux, vous êtes plutôt incité à donner une part de votre subjectivité. Ce n'est pas nécessaire, mais disons que la tonalité, la façon dont on s'interpelle, la façon dont on parle, il y a quand même plus de subjectivité que dans un espace social, traditionnel, qui est plus formel. Donc, la part de la subjectivité, vous parlez un peu de vous. On parle plus à la première personne que de façon distante. Et puis, donc, ça veut dire que vous parlez plus de vous. Et au final, un des points importants, c'est que les individus sont à la fois dans ces réseaux publics et un peu privés. C'est-à-dire que vous avez une situation publique, vous pouvez parler en tant que, je ne sais pas, enseignant, mais en même temps, vous allez être amené, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un peu la nouvelle modalité de la communication. Vous allez parler un peu de vous, en tout cas de manière plus subjective. Dans les réseaux sociaux, on se réunit, on se détecte moins par l'identité sociale, professionnelle, que par les goûts. Vous allez affirmer vos goûts. Et d'ailleurs, évidemment, on vous demande de rejoindre des groupes affinitaires, etc. Donc la question des goûts, par exemple, ou des pratiques culturelles ou des goûts culturels sont très importants. Et donc, mais par contre, cet effacement des frontières entre public et privé, elle pose évidemment plein de questions. Et je suis sûre qu'on va parler de ça. Donc au total, ça a vraiment transformé l'espace délibératif dans les sociétés modernes. Voilà. Thomas Huchon, on voit bien, les réseaux sociaux sont aussi des outils qui permettent au débat public de
de s'intensifier. On a l'impression que c'est des outils qui peuvent être au service d'une démocratie plus participative. C'est aussi un terrain de contestation. On le voit pas mal surgir ces dernières années. C'est là que s'organise parfois la contestation. Effectivement, je crois que les révélations arabes ont été un exemple d'une utilisation extrêmement vertueuse des réseaux sociaux afin d'accéder à une diffusion d'informations dans des pays dans lesquels une chape de plomb institutionnelle empêchait la contestation de s'exprimer. Et donc, effectivement, je crois que ça aurait été très difficile pour ces mouvements de contestation, pour ces révolutions, de prendre l'ampleur qu'ils ont connue si on n'avait pas connu cette révolution technologique et si les réseaux sociaux n'avaient pas existé. À titre personnel, moi j'ai un exemple qui montre un petit peu tout ça aussi. Il se trouve qu'avant de m'occuper de théorie du complot et de désinformation sur Internet, je m'occupais d'un vrai complot, celui de la CIA contre le gouvernement de Salvador Allende en 1973, et que durant le tournage d'un film que j'avais réalisé pour Public Sénat déjà à l'époque, en 2013, il se trouve qu'il y avait au Chili un grand mouvement de contestation qui concernait les étudiants et qui avait emmené avec eux une bonne partie de la population afin de demander l'éducation gratuite pour tous au Chili et pour le financer, la renationalisation du cuivre. Donc ça faisait écho à tout un tas de programmes politiques qui avaient existé dans les années 70 dans ce pays. Et en fait, les jeunes étudiants, dans un pays comme le Chili, où les médias sont très conservateurs et où ils ne sont pas du tout pluralistes, n'avaient pas du tout accès aux médias. Et donc, ils ont créé sur Facebook leurs propres médias. Donc il y avait une page qui s'appelait Estudiantes Informados, les étudiants informés, et sur lequel étaient postés tout un tas de vidéos YouTube qui montraient des scènes de violence dans les manifestations pour dénoncer les comportements d'abus policiers, qui montraient des débats, des discussions entre les étudiants qui n'étaient jamais couverts par les médias entre guillemets traditionnels, professionnels. Et donc effectivement, ça leur a permis d'exister médiatiquement. Et moi, en tant que journaliste et journaliste d'investigation, ça m'a permis de retrouver tout un tas de gens, de rester en contact avec des gens. On était très très loin, c'était très difficile quand on est en France d'enquêter sur des choses à 12 000 km de chez soi. Et donc du coup, c'est vrai que ça a été un vrai appui et que ça a été un vrai élément positif. Il se trouve que durant cette enquête, on a aussi un tout petit peu touché du doigt l'utilisation... on ne va pas dire maléfique, mais une utilisation non vertueuse de ces réseaux. Il se trouve que durant cette enquête, j'ai filmé l'arrestation, une arrestation illégale d'un jeune militant qui avait 17 ans, qui s'est fait tabasser pendant 24 heures dans une voiture de flic afin de lui faire dire qui étaient ses amis, qui allait avec lui à la manifestation. Et ça ressemblait beaucoup à ce qu'on avait pu connaître durant la dictature de Pinochet. Et ce récit-là, je l'ai trouvé sur Facebook. Parce que ce jeune, une fois qu'il est sorti de cette détention, il a pu s'exprimer, et moi je l'ai retrouvé comme ça. Donc Facebook m'a aidé à le retrouver et à dénoncer cette histoire. Le revers de la médaille, c'est que pendant les 24 heures où il a été détenu et où il se faisait tabasser par des flics qui avaient un peu oublié que la démocratie était revenue au Chili, on lui a posé une seule question. C'est quoi ton mot de passe Facebook ? C'est quoi ton mot de passe Facebook ? Et il l'a donné, son mot de passe Facebook. Et du coup, les policiers se sont fait passer pour lui sur les réseaux afin d'aller coincer les autres militants. Je ne pense pas que le réseau Facebook avait prévu cette utilisation-là. En tout cas, il n'était pas complice de cette utilisation-là. Mais c'était une possibilité qui existait sur le réseau. Et donc, du coup, on peut aussi imaginer que si on lui trouve des qualités et qu'on lui reconnaît des vertus, on peut aussi dire qu'il y a des moments, il faut pointer du doigt les défauts et les pratiques déviées sur ces réseaux sociaux. Donc on l'a vu, des formidables mobilisations, des actions aussi d'entraide qu'on voit sur les réseaux sociaux. Laurent Sauly, n'y a-t-il pas une forme de diabolisation des réseaux sociaux ? On a l'impression qu'actuellement, tout ce qui arrive de pire, c'est de la faute des réseaux sociaux. Vous avez ce sentiment-là ? Non, j'ai pas ce sentiment, parce que derrière les formules et le débat, et on aime ça en Europe et en France, il faut regarder, je crois, l'évolution des sociétés dans l'utilisation de ces grandes plateformes et de ces grands outils de communication. Vous avez raison de rappeler que ce sont des outils formidables de mobilisation, d'entraide, de solidarité. On l'a vu encore en 2007, au moment des grandes catastrophes naturelles. On le voit notamment dans le domaine de la santé, où des gens se rassemblent, qui partagent parfois des épreuves de maladies, et ça reste extrêmement fort, avec beaucoup de valeur pour tous les utilisateurs.
là où je rejoins le débat, bien sûr, et les difficultés ou les nouveaux défis qui sont posés, c'est que face à la croissance d'utilisation de ces plateformes, il faut rappeler d'abord que ce sont des entreprises extrêmement jeunes. Facebook, 2004, 2007, Tom a raison, en France, une entreprise extrêmement jeune. Instagram, encore plus jeune, etc., etc. Il y a eu deux mouvements. D'abord, une entreprise comme Facebook, j'ai plus de facilité pour parler de la mienne, considère et assume qu'elle a des responsabilités désormais dans les sociétés. Et deux, il y a en effet de nouveaux défis par l'utilisation fréquente, par la capacité d'être connecté en permanence, dans le débat social et un certain nombre de sujets sur lesquels il faut établir, si possible, le bon diagnostic et puis y répondre. Ça a été le débat qui continue autour du phénomène des fausses informations. Et je dirais comment, tout à l'heure on y reviendra, l'entreprise ici en France y répond. Comment aussi sur des contenus de haine ou de contenus qui n'ont rien à faire sur une plateforme comme Facebook, une entreprise doit prendre ses responsabilités et y répondre. Comment elle doit communiquer, aider chacun des utilisateurs, et il y en a beaucoup ici, à faire en sorte que vous compreniez, vous ayez les bons outils de contrôle aussi des données et de l'information que vous partagez sur Facebook. Il y a donc une maturité naturelle de ces entreprises pour répondre à ces nouveaux défis, ces challenges qui sont portés à des entreprises qui sont, je le rappelle, des plateformes mondiales, qui sont utilisées pour Facebook plus de 2 milliards de personnes, dans notre pays 35 millions de Français aujourd'hui. Et donc nous sommes évidemment dans ce moment de responsabilité et de réponse à tous ces défis-là, et qui sont pour certains nouveaux, par leur ampleur assez subtile. Et c'est aussi à ces défis que les entreprises, c'est le cas de Facebook, doivent répondre. C'est sa responsabilité. Facebook est une entreprise responsable qui a conscience qu'elle a des valeurs, qu'elle a une mission, qu'elle a une vision, et que vis-à-vis de chacun d'entre vous, et vis-à-vis aussi des pays, des sociétés, des lois qui régissent le vivre ensemble et la vie d'une société, elle a bien sûr des responsabilités. Et la première d'entre elles, bien sûr, de respecter ces règles-là. Je suis persuadé qu'on pourra donner d'ailleurs des exemples. Monique Dagneau, vous avez travaillé beaucoup sur la jeunesse. Est-ce que les réseaux sociaux ne nous obligent pas à travailler justement en confiance avec les jeunes, puisqu'ils sont énormément sur les réseaux sociaux, et j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque de les voir publier sur les réseaux sociaux des données sur leur vie privée, sur leurs habitudes de vie, de loisirs, etc., des datas qui sont précieuses sans doute pour les plateformes qui les accueillent, mais qui sont aussi peut-être dangereuses pour ces jeunes s'ils ne sont pas informés sur les conséquences de toutes ces publications? Alors, c'est vrai, il peut y avoir une utilisation très naïve des réseaux sociaux, et notamment à l'adolescence, parce que ces réseaux, ils jouent aussi, évidemment, dans ces sociabilités adolescentes, dans aussi tout ce qu'on appelle les embrouilles de l'adolescence. Alors avant, les embrouilles, elles avaient lieu dans la cour de récréation, et maintenant, il y a un nouveau maillon qui est ce qui se passe dans Facebook. Donc, et les jeunes... Alors, c'est compliqué, parce que quand vous parlez avec les jeunes, et ma dernière enquête, elle date d'il y a 2 ans, des jeunes d'origine populaire, ils avaient compris très bien ce qu'il fallait faire, ne pas faire, ne pas répondre. Et en même temps, c'est comme la vitesse sur la route, on connaît les règles et en fait, on roule à fond la caisse. Enfin, les jeunes, souvent. Donc, au total, ils comprennent ce mécanisme, mais ils ont une utilisation qui peut être assez naïve, et notamment autour des... Parce que les réseaux sociaux, pour la jeunesse, c'est aussi beaucoup un lieu où se construit, où se négocient les relations amoureuses ou sexuelles. L'apprentissage de la vie d'adulte, elle se fait pas mal aujourd'hui par les réseaux sociaux, parce que, par exemple, vous pouvez, à travers un réseau social, notamment Facebook, tester si telle personne, si vous lui plaisez, et c'est plus facile d'entrer en contact par des liens numériques et de façon assez abstraite, plutôt que de l'aborder aux abords du lycée ou du collège. Donc, c'est vrai qu'il y a plein
de danger. Et d'ailleurs, dans un de mes livres, j'avais exploré l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Jessie, je sais plus, aux États-Unis en 2011, Jessie Lothar. Et elle s'était présentée dans un réseau social en se vantant d'avoir une relation avec un chanteur pas très connu, mais qui était connu des jeunes de sa région. Et en fait, elle a vraiment subi ce qu'on appelle des trolls. On l'a vraiment ennuyée. On a fait des pastiches. Son père a eu la bêtise de venir avec elle faire une nouvelle vidéo pour demander qu'on cesse d'importuner sa fille. Et ça a plutôt déclenché de manière virale tout un ensemble de réactions quasiment dans le monde entier. Donc c'est sûr que il peut y avoir des phénomènes de ce genre, je parle des trolls, mais c'est évidemment le développement, la stigmatisation de telle personne. Donc c'est à manier avec beaucoup de précautions et notamment verser beaucoup trop d'éléments de sa subjectivité ou de son intimité, ça peut être dangereux. Et alors, comme je disais, les jeunes le savent, parce qu'ils sont vraiment pas, ils sont quand même conscients, et je parle plutôt d'ailleurs pour le coup des jeunes d'origine populaire qui pratiquent encore plus Facebook que des jeunes qui suivent des études supérieures, parce que c'est un lieu où ils ont l'impression qu'ils peuvent exister, qu'ils peuvent interagir, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde réel. Et donc au total, il y a des dangers. Mais je voudrais, si vous me laissez juste une minute, ce que je voudrais dire, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde converse avec tout le monde. Vous avez une partie des gens, les fameux 80% ou 90% qui ont un compte Facebook, il n'y en a qu'une petite partie qui dépose du contenu et qui est vraiment actif. Les autres se contentent d'observer. Et donc il y a une asymétrie de communication. Ce n'est pas une communication aussi large et aussi décentralisée qu'on imagine. Il y a un côté un peu effet les médias anciens. C'est-à-dire il y a quelques personnes qui parlent et beaucoup qui regardent. Donc voilà, et alors les quelques personnes qui parlent, qui sont très actifs, à la fois ils ont le plaisir d'être effectivement plus connus, d'avoir plus de notoriété, etc. Mais en même temps, ils prennent des risques. Thomas Huchon, beaucoup de gens qui quittent les réseaux sociaux le font parce qu'ils se disent épuisés devant cette mise en scène constante d'eux-mêmes. Est-ce qu'un réseau social, c'est de la réalité ou c'est finalement de la pure fiction ? Je pense que ceux qui quittent les réseaux sociaux ne sont pas les plus nombreux. Déjà, je pense que c'est quand même un élément, puisqu'on voit une augmentation constante du nombre d'utilisateurs de ces plateformes, quelles qu'elles soient. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même se mettre dans la tête quand on est sur un service Internet qui est gratuit. Quand c'est gratuit sur Internet, le produit, c'est vous. Vous n'êtes pas un utilisateur, vous êtes un produit. Vous êtes quelqu'un qui va mettre à disposition d'une plateforme toutes vos informations personnelles afin de permettre à des annonceurs de vous cibler, afin, bien entendu, d'améliorer votre expérience utilisateur. On comprend très bien. Et effectivement, tout ça dans un monde idéal, extrêmement vertueux, avec des entreprises qui auraient des comportements citoyens, c'est absolument merveilleux. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout dans ce monde-là qu'on vit. Et je crois que l'un des éléments, vous disiez que effectivement c'est une sphère qu'on a l'impression qu'elle est personnelle. Et si on prend les citoyens américains par exemple, je crois qu'ils n'avaient pas du tout conscience que quand ils allaient liker la photo du bébé nouveau-né de leur meilleur ami sur Facebook, cette information, elle allait être mise à disposition de tous les annonceurs, y compris des campagnes politiques qui voudraient vous cibler avec des messages, en utilisant toutes les fonctionnalités mises à disposition par le réseau. Et effectivement, ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème parce que la politique, c'est notre bien commun. La politique, c'est ce qui doit être transparent, ce qui doit être visible de tous. Et effectivement, je ne crois pas du tout que les citoyens aient conscience que leurs données personnelles, leurs likes, peuvent être utilisés, entre guillemets, par d'autres, potentiellement pour eux, mais aussi potentiellement contre eux. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, et notamment des études d'un scientifique américain de l'université de Stanford, qui est un psychométricien, donc quelqu'un qui est capable d'analyser votre psychologie à l'aide d'algorithmes.
Ils ont fait une étude récemment pour essayer de mesurer comment un algorithme pourrait vous cerner en comparaison avec un être humain. Ils ont fait remplir des questionnaires et on prenait une personne, mettons Laurent, et on allait donner un questionnaire sur qui est Laurent, quels sont ses traits psychologiques. On allait donner ce questionnaire à ses collègues, on allait le donner à ses amis, on allait le donner à ses frères et sœurs, et on allait le donner à sa conjointe, qui est le plus haut niveau de connaissances personnelles en psychologie sociale. Eh bien, à partir de 10 likes sur Facebook, l'algorithme vous connaît mieux que vos collègues. À partir de 100 likes sur Facebook, il vous connaît mieux que vos amis. Et avec 230 likes, l'algorithme est mieux capable de vous cerner que votre propre conjoint. Je ne crois pas du tout que les Français aient conscience de ça. Je ne crois pas du tout que les Américains en avaient conscience aussi. Et à mon sens, le problème est cette absence de conscience. Pas la possibilité de cibler les gens, cette possibilité existe. Le problème, c'est qu'il faut que les gens en aient conscience pour qu'il y ait un débat citoyen qui s'ouvre sur ces pratiques et que on puisse au moins les réguler. Vous savez, l'algorithme de Facebook, mais on pourrait aussi parler de celui de Google, il n'est pas du tout comme la recette du Coca-Cola. La recette du Coca-Cola, on ne peut pas savoir ce que c'est, mais il y a quelqu'un qui goûte le Coca-Cola pour être sûr que ça ne va pas nous empoisonner. Qui, aujourd'hui, quel est l'organisme représentatif de l'intérêt collectif et citoyen, vérifie non pas la propriété intellectuelle des entreprises, qu'on comprend très bien, qui doit rester leur propriété, mais au moins un comité consultatif citoyen qui nous dirait « ces algorithmes ne sont pas utilisés pour vous manipuler ». Pour l'instant, on ne peut pas penser, on n'a pas de preuve qu'ils nous manipulent, mais on n'a pas non plus la preuve qu'ils ne nous manipulent pas. Et je crois qu'il y a un besoin essentiel de transparence sur toutes ces questions, mais j'ai plutôt l'impression, au vu des dernières communications de ces géants de l'Internet, qu'ils sont en train de le comprendre. Laurent Soli, vous voulez peut-être répondre ? Oui, parce que... C'était pas une attaque contre Non, Soli, mais ça permet de... Je pense qu'il est assez d'accord sur le constat qui peut être fait. Oui, j'ai corrigé un petit point. Ça me surprend. Parce que je ne voudrais pas que vous partiez en week-end, alors que le week-end s'annonce beau en Bretagne, en ayant des mauvaises idées. Et Thomas connaît bien ces sujets. Je précise 2-3 choses, parce que c'est très important, et c'est un sujet très important, et il faut essayer d'être clair. D'abord, pour ceux qui utilisent Facebook, pour ceux qui ne l'utilisent pas, je vous conseille éventuellement ce soir d'ouvrir un profil, et vous verrez, c'est bien. Moi, je suis moins sûr, mais... C'est gratuit, et vous allez voir, ça fonctionne très bien. D'abord, Facebook n'a pas la propriété des données, des informations que vous partagez sur Facebook. 2, Facebook ne vend pas vos informations à des annonceurs. Ne vend plus. Ne vend pas. Non. En France. Alors, partout dans le monde. C'est pas vrai aux États-Unis, monsieur Solier. Non. Ne vend pas d'informations et vos données à des annonceurs. Vous pouvez d'ailleurs, si vous souhaitez quitter Facebook, supprimer votre profil et demander la suppression, potentiellement la destruction des informations. C'est 2 points très importants. Si je peux me permettre, j'ai réactivé mon compte 5 ans après et tout était disponible. Oui, parce que vous n'aviez pas demandé à ce qu'il soit supprimé. Parce qu'il y a 2 options. Non, mais c'est très. Mais je réponds. Oui, mais je suis très à l'aise là-dessus. Parce qu'il y a 2 options qui ont été observées en regardant comment les utilisateurs utilisaient Facebook et parfois voulaient quitter Facebook. Il y a 2 options. On s'est rendu compte que les gens, à un moment, voulaient fermer leur profil Facebook, ce qui est tout à fait légitime, la liberté est totale, mais que beaucoup le fermaient et qu'au bout de quelques jours, regrettaient de l'avoir fermé. Parce que c'est un outil quand même qui permet d'être en contact avec les personnes qui comptent pour vous. Et revenaient et demandaient de récupérer vos données, vos informations, vos photos, de retrouver ce que vous aviez posté sur Facebook. C'est pour ça que 5 ans après, j'ai mis le temps quand même. Oui, mais parce que des gens reviennent, soit 5 ans, soit 3 semaines, soit 2 mois. C'est pour ça que si vous vraiment voulez quitter et ne jamais revenir, il faudra demander la suppression des données, et c'est tout à fait possible. Je reviens sur les annonceurs, parce que c'est très important, vous devez savoir, et vous pourrez faire ce soir un exercice que je vais vous demander d'écouter. Comment fonctionne le modèle économique de Facebook ? Nous ne vendons pas les données, et nous ne vendons pas vos informations. Nous proposons à des entreprises de toute taille, une PME ici en Bretagne, L'Oréal, toute taille, toute entreprise, d'insérer un message dans le fil d'actualité, qui est le vôtre, des personnes dont elles vont considérer
que par leur âge, leur profil, leur centre d'intérêt. Elles peuvent être intéressées par le produit, la marque qu'elles représentent. Donc, quelque part, en fonction des données. Mais, Par rapport à vos non, mais préoccupations, bien en entendu. fonction des données. Oui, d'accord, mais en fonction des données, ça ne veut pas dire que vous vendez des données. C'est une petite différence, considérable. Je continue. Vous avez ce message. Les personnes qui sont ciblées par ce message sont toujours avec des ciblages collectifs et anonymes. Aucune entreprise ne peut cibler sur Facebook, si Thomas est encore sur Facebook, Thomas Huchon personnellement. C'est l'exercice que vous ferez ce soir. On vous donne des moyens de transparence et de contrôle de cela. Pour ceux qui utilisent Facebook, vous verrez ce soir, vous irez voir un post sponsorisé d'une marque. Et vous verrez en haut à droite, petite encoche. Je vous demande de cliquer dessus. Et vous verrez, on va vous indiquer pourquoi cette marque a été autorisée à vous parler sur votre fil d'actualité, qui est un outil personnel. Prenez une marque comme Ouest France, très grande marque. Vous ne suivez pas la marque et la page Facebook sur Ouest France. Ce qui est, Monsieur le Président, d'abord en soi une erreur, mais ça peut arriver. Mais Ouest France souhaite vous parler. En cliquant sur cette encoche, nous allons vous dire pourquoi Ouest France a été intéressé par parler à vous, parce que vous êtes un homme ou une femme, vous résidez potentiellement en Bretagne et vous avez tel âge. Et surtout, vous avez accès au gestionnaire de préférences publicitaires. C'est-à-dire qu'on vous donne le contrôle des marques, des marques qui peuvent ou pas vous parler. Vous pouvez accepter cette campagne de Ouest France, vous pouvez retirer Ouest France en disant « je ne veux pas que cette entreprise me parle », ou vous pouvez faire entrer des entreprises qui comptent pour vous dans votre fil d'actualité. Je crois que sur ce sujet, et je crois fermement, c'est d'ailleurs un débat qui va animer l'ensemble des sociétés européennes à travers la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation qui s'appelle le RGPD, qu'il est très important de donner des outils de contrôle, de consentement, de transparence sur la façon dont le modèle fonctionne, notamment avec les annonceurs. Voilà comment ça se passe. J'ajoute un point. C'est que vous avez énormément de gens, moi le premier, mais certains d'entre vous, j'imagine, qui sont tout à fait désireux que des entreprises leur parlent pour des promotions, les soldes qui ont commencé il y a 2 semaines, pour préparer Noël, des voyages, etc. La communication des marques a elle-même profondément changé. Voilà comment ça fonctionne. Et Facebook est une des entreprises, toutes les entreprises utilisent aujourd'hui des informations, mais certainement une des entreprises digitales qui a fait et qui fait énormément pour vous donner des outils de contrôle et de protection de ces informations. Nous avons fait beaucoup. Moi, je suis dans cette entreprise depuis 5 ans. Je pourrais presque vous faire la liste de tous les produits, de toutes les innovations, notamment sur les supports mobiles qui ont été faits, pour vous donner des outils de contrôle, et notamment de contrôle de vos publications. Pardon d'avoir été un peu long, mais c'est très important d'être extrêmement précis là-dessus, pour pas que vous partiez en week-end avec de mauvaises informations. On va essayer de ne pas rester que sur Facebook. Donnez-moi 15 rapidement. secondes pour expliquer qu'effectivement, Facebook met à la disposition des annonceurs des profils types d'utilisateurs qui sont anonymes. Mais Facebook permet aussi aux entreprises d'incorporer à la machine leurs propres fichiers clients et donc de réassocier ces profils anonymes à des vraies identités au travers de l'adresse email. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en tout cas, c'est absolument le cas aux États-Unis et c'est ce qui a été fait par une entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica, qui a travaillé à cibler les citoyens américains durant la campagne afin de leur envoyer des messages en dark post, qui sont des publications uniquement visibles par celui qui les met et celui qui le reçoit, et pas du tout pour les journalistes qui veulent observer la communication politique qui est faite. Et effectivement, je pense qu'en France, les lois nous protègent plus que les citoyens américains. Mais il y a quand même, et c'est d'ailleurs... Attendez, ce n'est pas des informations qui sont inventées, c'est les informations qui sont données par Facebook USA quand il est auditionné par le Sénat américain il y a 3 mois. Ils expliquent qu'ils vont mettre en place, et c'est là-dessus que je voudrais vous interpeller, un outil qui va permettre aux Américains de savoir s'ils ont été ciblés durant la campagne par des pages étrangères à but politique. Twitter s'est engagé pour le faire, y compris pour les Français, il y a 2 jours. Je voudrais vous demander, Monsieur Soli, si Facebook France courte, si c'est possible, entend à un moment dire aux Français s'ils ont été ciblés par des pages étrangères durant la campagne présidentielle. Je pense que c'est une question qui intéresse beaucoup nos compatriotes. Au début, j'étais Laurent, puis vous avez vu, je suis devenu Monsieur Soli. Ouais. Bien entendu. Mais c'est ça, Facebook. On est amis sur Facebook, Thomas, donc on se tutoie. Cher Thomas.
D'abord, la capacité pour les entreprises à utiliser... On ne parle pas des entreprises, on parle des campagnes politiques. Non, mais je réponds là-dessus. La capacité à utiliser par les entreprises les bases d'information de leurs clients et de leur parler à travers Facebook, ce sont des outils qui existent, qui sont totalement légaux. Deuxièmement, et peut-être plus important, l'utilisation de l'information des clients existe dans notre pays bien avant la révolution digitale. Combien d'entre nous recevons-nous encore dans notre boîte aux lettres des propositions d'abonnement, des propositions de produits, des propositions de services d'entreprises pour lesquelles nous ne sommes pas clients, que nous ne connaissons pas et qui arrivent chez nous personnellement? Énormément. Il y a des règles et des lois qui existent dans notre pays qui permettent à des entreprises de le faire. Vous avez des entreprises qui connaissent beaucoup d'informations, toujours collectives, anonymes, qui n'ont rien d'ailleurs de digital, et qui vendent ces informations à toutes les entreprises françaises. Ce sont des, pardon du terme, data providers qui existent depuis bien plus longtemps que les entreprises dont nous parlons. Donc, sur ce sujet, il faut d'ailleurs le traiter calmement, il existe des textes, il existe des lois, il existe des outils qui sont à votre disposition et qui seront de plus en plus à votre disposition. Un vrai changement va arriver en Europe, je le redis, c'est avec la mise en place de la réglementation générale de la protection des données sur tout l'espace européen à nouveau. Sur les campagnes nature politique, on a communiqué énormément là-dessus. Sur la façon dont on allait. Si les Français avaient été ciblés par des pages étrangères. Ça n'a jamais été dit par Facebook France. Je pense que vous pouvez nous dire. Si personne n'a été touché, dites-le nous. On sera rassurés, on sera ravis. Pendant la campagne présidentielle française, nous avons supprimé, sur ces sujets, 30 000 faux comptes sur Facebook. Nous avons communiqué. Nous avons lancé, à partir de 2017, les premiers accords pour lutter contre les fausses informations. Là, je vais détailler. Nous avons passé un partenariat avec 8 médias français, dont Le Monde, dont Libération, dont l'AFP, pour lutter, pardon ? Dont Ouest France. Dont Ouest France, pour lutter contre la propagation des fausses informations. En donnant la capacité à chacun d'entre vous de signaler sur Facebook ce qui pouvait être une fausse information, de le reporter. Et ces médias, qui ont des salles de rédaction, qui ont des journalistes, vérifient si ces signalements et si ces contenus sont ou pas une fausse information. Et s'ils le sont, cette information est dégradée dans l'impression du fil d'actualité. Nous avons et nous luttons contre tous les sujets d'interférence pendant les processus politiques et démocratiques. C'est la question de Thomas. Nous avons changé, depuis la campagne américaine, les règles de sponsoring, d'investissement pour des partis ou des candidats pour donner la transparence de l'origine des financements et savoir qui s'exprime et qui a financé des campagnes politiques. Je rappelle que sur Facebook, comme partout en France, la publicité politique est interdite pendant les campagnes démocratiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je reviens à cette idée, parce que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes une entreprise responsable. Finalement, c'est assez facile de dire devant vous ce soir, oui, on a une responsabilité. La responsabilité, c'est-à-dire sur tous ces sujets, mettre en œuvre des outils, les améliorer, travailler sur les fausses informations avec des médias qui ont la capacité de traiter ce sujet, de vous donner des outils de contrôle, d'innover en permanence pour répondre à ces défis, à ces évolutions, parfois à ces risques, qui ne doivent pas cacher aussi l'utilité de ces plateformes. Oui, vous n'avez pas répondu à la question. Je préférais juste que... non, mais que juste vous pour rester dire, sur ce non, sujet-là. Non, les Français n'ont pas été ciblés par des pages russes durant la campagne présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Non, mais juste, si c'est le cas, franchement, ça va soulager tout un tas de gens dans notre pays. Le sujet des interférences a été posé aux États-Unis. Je vous ai répondu, n'a pas été posé en France, où nous avons contrôlé, mais moi, amélioré. Je viens de vous y répondre. Je viens de vous répondre. Mais non, nous avons contrôlé, bien sûr que si. Vous êtes témoin, nous avons contrôlé. Nous avons fermé des faux comptes. Voilà. Les Français. C'est pas votre question. C'est pas la question. La question, est-ce que des agents étrangers ont pu cibler des citoyens français durant la campagne avec des messages politiques?
Ça a été possible aux États-Unis. Facebook a mis en place tout un tas de choses pour le corriger. On le comprend très bien. On comprend que ça évolue très vite, que la plateforme ne peut pas non plus tout gérer. Plus de 2 milliards d'utilisateurs, c'est énorme. Et qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et on voulait qu'on sent juste cette question-là. Je pense qu'elle c'est très difficile de la poser. Je n'ai pas répondu clairement, je le dis. Cela s'est produit aux États-Unis, cela s'est pas produit en France. D'accord. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'aux États-Unis, l'entreprise d'abord a reconnu. Bien sûr. Elle a été interrogée par le Congrès américain, mais surtout, elle a changé les règles aux États-Unis, puisque la publicité politique est possible aux États-Unis. Elle a changé les règles de contrôle et de transparence. Aujourd'hui même, aux États-Unis et au Canada, sont testées de nouvelles règles sur cette publicité politique. Je crois avoir répondu clairement à la question, et surtout vous avoir dit ce que l'on a fait. On va essayer d'avancer parce que l'heure tourne. Ouais, Monique, là, Je voudrais pas, parce que Monique, je voudrais parler aussi. Juste pour rester sur les fake news, Monique Dagneau, c'est très étonnant, mais quand il y a des messages qui indiquent, par exemple, c'est le cas sur Facebook, qu'une telle information est jugée peu crédible, etc., il n'y a pas de dépublication jusqu'à présent. Le post reste, et on a l'impression que l'algorithme renforce ça, puisque ces posts-là remportent toujours un franc succès. Est-ce que ça ne vous ennuie pas que des fausses informations restent publiées alors qu'elles pourraient être dépubliées ? Bien sûr que ça m'ennuie, mais vous savez, j'étais régulateur des médias. Et donc, je connais très très bien tous les problèmes qui sont liés aux fake news, au ciblage publicitaire. Les ciblages publicitaires, d'une certaine façon, ça vaut évidemment le coup de s'y attarder, mais ce n'est pas très différent des grands médias qui essayent de savoir qui les regarde et de les cibler, et puis par tous les moyens possibles. Ce qui est spécifique, ce que je voudrais mettre le doigt, c'est ce qui est spécifique aux réseaux sociaux, la façon dont l'information circule dans un réseau social, et je vais répondre à votre affaire de fake news. Dans un réseau social, un grand média, il donne des informations pluralistes, Ouest France. Bon, donc tout le monde peut avoir accès à position politique, contre-proposition, etc. Ce qui se passe dans le mode de circulation des informations au sein des réseaux sociaux, c'est que les gens procèdent par univers affinitaire. Et donc, si vous avez une opinion, par exemple, très dissonante, très dissidente. Si vous pensez que finalement il n'y a jamais eu d'atterrissage sur la Lune ou qu'il n'y a jamais eu les Twin Towers, c'est un bidonnage de la télévision. Si vous êtes dans le monde réel, a priori, vous n'allez pas rencontrer beaucoup de gens qui pensent comme vous. Par contre, dans un réseau social, ce qui se passe, c'est que vous allez très facilement rencontrer des gens qui partagent votre point de vue, même s'il est totalement erroné. Et donc, vous allez rentrer en contact, vous allez les prendre dans votre réseau, vous allez faire circuler entre vous tout un ensemble d'informations, y compris justement des fake news, qui vont vous conforter dans la croyance que les Twin Towers, ça n'a jamais existé. Et donc, du point de vue de la citoyenneté, ce qui pose problème, à mon avis, même si on peut discuter à l'infini sur le ciblage publicitaire, c'est que le mode de circulation de l'information renforce les croyances et les opinions dissidentes. Mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des plateformes, justement, à faire en sorte que ces bulles artificielles soient très difficiles à pénétrer, notamment par des médias traditionnels? Ce qui est sûr, c'est que les plateformes, il y a des modérateurs, et ils doivent renforcer le rôle des modérateurs pour effectivement que ces fake news puissent être, disons, invalidées. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, une fake news du genre les Twin Towers, ça n'a jamais existé, c'est évidemment facile à le démentir. Et à ce moment-là, c'est un travail technique assez difficile à faire, faire sortir dans un réseau social une fausse information. Mais c'est, disons, la situation la plus simple. Le problème, c'est que dans un réseau social, il circule des informations validées, des informations non validées, de l'opinion à l'abondance, de la conversation. Et donc, ensuite, au milieu de tout ce que je viens de vous présenter, il y a une petite partie qui sont vraiment des fake news, mais il y a plein de choses qui sont intermédiaires, qui sont gris. Donc, c'est vrai, et on a le même sujet un peu pour les médias anciens. Autant vous pouvez invalider l'information qui est propagée par juste un petit nombre de gens. En revanche, il y a plein de choses grises. C'est très difficile de déterminer
ce qu'est une fake news. Et il faut vraiment introduire des réflexions sur le contrôle des fake news, mais dans une liberté de communication. On peut produire de la contre-information sur des fake news, mais il y a une immense zone grise qui est entre de l'opinion, de l'imagination, etc., qui rend la situation difficile à contrôler. Et si vous voulez vraiment contrôler fortement, vous vous retrouvez, comme l'est par exemple le CSA souvent, vous êtes dans la logique de la censure. Or, dans une société, nos sociétés aussi, ne supportent pas la question de la censure, d'ailleurs à juste titre. Donc au total, on est cette histoire de mode de circulation d'information, les fake news, c'est pas un sujet si simple que ça, sauf effectivement pour invalider des choses absolument énormes comme l'histoire des Twin Towers qui n'auraient pas existé. Thomas, les fake news ont toujours existé. Ça, c'est certain. La technologie est venue renforcer la caisse de résonance. Il y a des pays qui ont choisi de légiférer. Je pense à l'Allemagne qui vient de prendre des décisions autour de la publication de fake news. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'à un moment, c'est la loi qui doit faire le travail à la place des plateformes eux-mêmes? Écoutez, moi, je ne ferai pas la distinction que vous faites entre fake news grave et fake news pas grave, entre guillemets, opinion. Enfin, en fait, je pense que la loi française est assez claire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce qui sort du domaine de la loi, les propos antisémites, d'incitation à la haine, misogyne et tout, qui pullulent sur les réseaux sociaux malgré l'immense travail de modération qui est fait par les plateformes et qu'il faut leur reconnaître. Il faut reconnaître notamment qu'ils ont fermé récemment les principaux sites du propagandiste antisémite français Alain Soral. Et donc, il faut reconnaître ça. On attendait ça depuis longtemps, on est ravis que ça soit fait. Voilà. Oui, mais attendez, justement, la zone, vous avez parlé d'une zone grise, et la zone est très très grise. Oui, il y a même 50 nuances. Écoutez, si vous voulez, vous allez vous retrouver... Non, mais la loi française, elle prévoit déjà, dans l'article 27 de la loi de 1881 sur la liberté d'expression, la condamnation pour 45 000 € de la diffusion de fausses informations. Cet article de loi est tellement facile à appliquer dans notre droit qu'en 140 ans, il n'a jamais été utilisé. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, la liberté d'expression, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Et le principal devoir, sur lequel je pense que les plateformes peuvent jouer un rôle extrêmement positif, c'est le devoir d'être tenu comptable des propos que vous tenez. Et donc, de supprimer la possibilité pour quelqu'un qui va publier des contenus de le faire de manière anonyme. Je crois qu'il y a des choses qui sont en train d'être préparées en interne. Et donc, voilà. Vous m'avez peut-être trouvé très critique de cette plateforme, mais j'y trouve aussi des avantages et des qualités. Et je pense que toutes ces questions sont beaucoup plus compliqué qu'on voudrait le voir et qu'il faut remettre beaucoup de complexité là où on essaierait de trancher de manière noire ou blanche. Juste sur les fausses informations, il y a effectivement de gros efforts qui ont été faits, mais je crois que la question de... Moi, je ne suis pas pour la censure, je ne suis pas du tout pour une loi comme le président de la République l'a suggéré. Par contre, il y a d'immenses moyens à mettre dans l'éducation afin de former les esprits critiques. On ne pourra jamais censurer tout ce qui se passe sur Internet. Et donc, peut-être que ceux qui ont le plus de moyens pourraient aider un peu à financer des programmes d'éducation, d'éveil à l'esprit critique, d'éducation aux médias. Et voilà. Laurent Soli, Mark Zuckerberg a publié des vœux cette année en forme de regret. Il a dit notamment que Facebook avait eu sans doute quelques écarts au niveau notamment de la vigilance. Vous en pensez quoi? Et l'exemple de l'Allemagne qui a pris des décisions récemment. C'est deux choses différentes. Oui, il l'a dit, puis il a agi aussi, puisqu'il a annoncé il y a une semaine une modification, la prise en compte, notamment sur le fil d'actualité, de modification. Il a insisté, comme nous l'avons dit, sur la nécessité d'avoir une action et une responsabilité pendant les grands processus démocratiques pour éviter des interférences. Il a insisté sur la lutte aussi contre les fausses informations. Et il est dans son rôle et dans sa responsabilité, d'ailleurs. Là où je ne suis pas totalement d'accord, et c'est le débat d'ailleurs qui se passe en Allemagne avec ce qu'a dit Thomas, c'est qu'il faut faire attention à un point, c'est de dire aux plateformes, c'est à vous de faire le ménage en direct sur les fausses informations. Parce que le risque, c'est de demander à ces grandes plateformes, Facebook ou d'autres, de devenir les arbitres de la vérité. C'est subtil, c'est compliqué. C'est très compliqué. Vous avez des fausses informations qui d'ailleurs, doivent être combattues. Le débat en Allemagne actuellement est très intéressant sur ce sujet.
Et il inspire désormais des débats aussi en France. On a dit aux entreprises et aux plateformes, Facebook et d'autres, vous devez retirer des contenus, de fausses informations ou des contenus haineux, à peine sous 24 heures d'une amende qui peut être de plusieurs dizaines de millions. Certaines plateformes suppriment des contenus. Le débat est né désormais de « et la liberté d'expression ». Nous avons choisi, nous, en France, une autre voie. Nous avons choisi une autre voie, c'est de collaborer, je ne vais pas réexpliquer, avec des médias qui ont des cellules de fact-checking, qui ont des journalistes, et qui peuvent indiquer à chacun et à chacune des utilisateurs ce contenu est potentiellement une fausse information. Mais est-ce que c'est pas ça? Parce que le risque qui se produit, et le débat allemand va être intéressant d'ailleurs, et dans l'exécution, la façon de répondre à cela, comme vous le disiez, plus compliqué parfois qu'on ne le pense. Mais est-ce que c'est pas un peu facile de demander aux médias de faire finalement le travail que vous avez du mal à faire? C'est-à-dire que, en gros, il y a des fausses informations qui sont publiées et derrière, vous voulez que les médias viennent... Ça se fait avec les médias. D'abord, ça se fait en partenariat avec les médias. Oui, mais ça c'est se quand fait même des avec les médias. informations On n'oblige pas les médias de travailler avec nous. Ça se fait avec les médias parce qu'ils ont des cellules, parce qu'ils ont investi dans des rédactions et des outils de fact-checking. Et parce que nous pensons que sur un certain nombre de faits, il faut avoir des professionnels qui comparent, qui regardent, qui permettent de juger le signalement. D'ailleurs, ce travail qui a été fait, puisque le débat a pris de l'ampleur en Europe, est salué par un certain nombre de chercheurs et de sociologues, de professeurs, en disant « c'est peut-être ça la bonne voie ». Et d'ailleurs, quand on le fait avec nos partenaires médias, on le fait en bonne intelligence. Eux aussi, d'ailleurs, dans la formation, puisqu'on travaille avec les écoles de journalisme, ont un intérêt à participer à cette lutte contre les fausses informations. Moi, je crois que cette méthode est une bonne méthode. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. 10 minutes de questions de la salle. Il y a un micro qui circule. Je vois un monsieur qui lève la main tout au fond. Je vous en prie, le micro ne marche pas apparemment. Non. Peut-être, je vois un autre micro à gauche, peut-être, monsieur qui lève la main, on reviendra à monsieur tout à l'heure. Il ne marche pas non plus. Si, ça y est. Oui, ça y est pour moi là. Ah, c'est là-bas à droite, d'accord. Oh. Oui, oui, Ouais. je m'excuse, je vais revenir sur le problème de la protection des données, parce que je crois que le monsieur, là, vous nous avez fait une opération de charme, là. Globalement, j'ai eu le sentiment que c'est un peu le problème de l'œuf et la poule. C'est que tout ce qui s'est fait ces dernières années, notamment par des actions des ONG, pour faire que les législateurs interviennent sur la protection des données, il n'y avait pas besoin de le faire, parce que vous êtes une entreprise responsable et vous n'aviez en aucun cas de mauvaises intentions. Je crois que globalement, vous nous faites quand même un sacré coup de violon. Moi, je suis effectivement utilisateur de Facebook, j'utilise pour mon association, et effectivement, arrivé à un certain moment, quand on est devant sa page et son fil d'actualité, on voit des trucs quand même un peu choquants. Donc moi, ce que je pense, non, je ne fais pas entièrement confiance à votre entreprise. Je pense qu'il y a la société civile qui doit continuer à agir à travers des associations pour faire que le législateur continue à intervenir sur ce domaine-là, parce que je ne crois pas à une capacité d'entreprises comme vous, notamment les GAFA, à vous autogérer et à vous autoréguler. Et ça me permet de vous poser une dernière question. Vous n'arrêtez pas de nous dire que vous êtes une entreprise responsable. Moi, je milite à Attaque. Nous menons des actions actuellement sur la fraude fiscale et l'optimisation fiscale. Moi, j'attends d'une entreprise qui est soi-disant responsable, qui participe par ses impôts à la hauteur des richesses qu'elle crée dans un pays. Monsieur Soli. Monsieur, j'ai compris que la question s'adressait à moi, je crois. Et Non, je vous entends je suis pas sûr, et je respecte bien sûr ce que vous, je respecte bien sûr ce que vous dites. Premier point. Sur la responsabilité, le rôle des associations, de la société civile et puis du législateur. Vous avez raison. Et nous respectons dans tous les pays, et notre pays, mon pays comme vous, la France, les règles et les lois. Nous travaillons avec les associations, et vous êtes une association, énormément avec les associations. Je crois que nous sommes devenus depuis 3 ans un des premiers partenaires de toutes les grandes associations françaises. Les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire.
au-delà, et là je vous rejoins, pas peut-être surtout, mais je vous rejoins, nous travaillons aussi notamment avec les éducations de l'enfance. Notamment une association est beaucoup sur l'éducation de la jeunesse aux outils numériques. Je pense à l'association e-enfance pour lutter contre le harcèlement. Je pense à tous les nouveaux outils pour les mineurs qui utilisent Facebook pour les informer de la façon dont ils vont poster des informations, pour les responsabiliser, pour l'éducation. Je suis d'accord avec vous. C'est une responsabilité et peut-être que je ne vous ai pas totalement convaincu, mais je continuerai à le faire et à travailler avec ces acteurs parce que c'est ainsi que nous permettons, pas seuls, mais d'expliquer ce qu'est aussi la transformation digitale. La protection des données, et là je pense qu'on n'aura pas le temps, je suis tout à fait prêt à vous expliquer ce que l'on fait, comment on va mettre en place la réglementation européenne. Quant à la question, la deuxième, j'y réponds, oui. Sur les impôts, nous avons annoncé à la fin de l'année 2017 un changement. Et je l'ai dit la semaine dernière, je le redis, les revenus des entreprises françaises investis sur Facebook en France, avec les équipes qui sont en France, qui accompagnent ces entreprises, seront déclarées à partir de 2018 en France. Une question, si possible courte, avec des réponses courtes, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Allez-y, monsieur, tapotez pas. Je sais pas. Oui, ça marche. Bon. C'est une question un peu peut-être au ras des pâquerettes. Ça fait 1 heure que je vous écoute, et j'avoue ne pas avoir très bien compris comment vous faites pour gagner de l'argent. Je m'explique. Est-ce que vous avez un catalogue? Est-ce que vous avez des tarifs? Quels sont vos clients? La question s'adresse à Monique Dagneau. Alors je sais pas, non mais ah non, c'est à qui ça s'adresse cette question? Moi je vous réponds alors. Je vous réponds avec plaisir sur cette question, mais je risque d'être, je ne veux pas monopoliser et je risque d'être un peu long. Mais je vous explique avec bonheur comment fonctionne Facebook et comment toutes les entreprises, il y a plus d'1 million de TPE et de PME en France qui ont une page Facebook. Il y a 3 millions de PME et de TPE en France. Ces entreprises investissent un peu d'argent pour toucher les personnes qu'elles veulent, mais dans des zones extrêmement proches de leur boutique, de leur entreprise. Donc ce sont ça nos clients. Quant aux modalités de fixation des prix, c'est un sujet peut-être un peu complexe. Je crois qu'on n'a pas le temps de l'aborder. Une autre question, peut-être pas forcément autour de Facebook, on avait 3 invités. Comment nous on gagne de l'argent, vous en foutez en fait, hein, c'est ça? Pardon. Bah, vous inquiétez pas, on n'en gagne pas. Donc comme ce qui est un vrai sujet. Hein. Je vois un monsieur qui lève la main juste devant, très rapidement. Oui, bonjour. Parce qu'en fait, on parle de médias Internet, c'est l'hébergement de données, la donnée publiée. Dans les techniques de sécurité informatique depuis au moins 15 ans, il existe une différenciation très claire entre authentification et identification. Puisqu'il y a une collaboration entre les médias, je dirais les grands médias de presse, et les supports médias Internet, l'authentification d'informations pour balayer les fake news, c'est de l'utiliser et de la formaliser entre ces 2 supports de type média. C'est un peu technique comme démarche, mais c'est... Qui va bon? Non. C'est des techniques de sécurité informatique à mettre en application. Je ne veux pas répondre à Thomas, je ne sais pas. Non, moi, j'ai pas de plateforme Internet. À la fin, je crois hélas que c'est plus complexe. Ça répond aussi à d'autres types de règles, notamment, vous savez, la protection des données personnelles oblige tout un tas d'entreprises, Facebook, mais toutes les entreprises au monde, à respecter les informations, l'identification des personnes. Nous ne donnons pas les identifications numériques sans décision de la justice, etc. Enfin, c'est des sujets évidemment éminemment complexes, mais je ne suis pas sûr, hélas, de répondre précisément à la question. Peut-être. Non, mais au Chili, c'est pas Facebook qui a donné le mot de passe du gamin. Hein. Le gamin s'est fait tabasser. Enfin, voilà, j'ai des critiques sur cette plateforme, mais il ne faut quand même pas non plus me faire dire ce que j'ai pas dit. Une question? Oula, 3 mains. Madame, monsieur, je vois pas bien. C'est un monsieur. Ah, il y avait une dame au fond aussi. Très rapidement. Bien. Je ne suis pas un utilisateur Facebook, donc je fais partie des 32 millions qui n'utilisent pas, et s'il en reste 1 million, j'en fais partie. J'appelle Facebook d'ailleurs. Mais dans mon entourage, non, c'est du mauvais humour, mais dans mon entourage, j'ai eu une jeune adolescente qui met fin à ses jours par des
des ragots, des choses qui circulaient sur Facebook. Moi, je ne connais pas cette technologie. J'ai beaucoup appris ce soir, mais il m'en manque encore beaucoup. Qu'est-ce que ça vous inspire, peut-être, madame ? Alors là, effectivement, je trouve qu'on touche véritablement les vrais sujets qui concernent les réseaux sociaux. C'est que ça amplifie tout un ensemble de phénomènes qui existaient. Par exemple, une jeune fille ou une adolescente qui est stigmatisée dans son entourage, c'est ancien, comme c'est tout à fait, c'est pas nouveau. Par contre, les outils numériques permettent un acharnement, un suivi, et en plus, la personne, ce qui se passait, disons, dans un tout petit monde, devient visible à toute une communauté beaucoup plus large et a évidemment un impact émotionnel beaucoup plus grand. Donc, ce que vous désignez comme cette façon de suivre et de stigmatiser, le harcèlement numérique par les réseaux sociaux, voilà, ça c'est un vrai sujet qui est lié à cette nouveauté, ce mode de fonctionnement collectif que nous avons aujourd'hui par les liens numériques. Ça, c'est un sujet typiquement réseau social. C'est vrai que c'est une grande violence aussi qu'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux. Peut-être je ne sais pas où est le maître du temps, il est là. Une dernière question, peut-être, là-bas au fond. Donc je vais faire vite. J'utilise les réseaux sociaux de manière générale et l'Internet. Alors, en tant que citoyenne, j'y trouve un certain nombre d'informations que j'essaie de trier en confrontant avec différentes sources. Par contre, vraiment, la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment les citoyens peuvent s'emparer des réseaux sociaux pour à la fois acquérir et cultiver les règles du débat démocratique. Parce que sur un certain nombre, à différentes occasions, on voit des opinions qui s'expriment, pas véritablement des débats qui se construisent avec des règles qui sont partagées et qui aboutissent bien souvent à assez peu de débats intéressants. Thomas, peut-être. Voilà, c'est une de mes questions. Mais alors, Merci. je crois que l'un des vrais enjeux pour la société française dans les années à venir, et notamment pour le vivre ensemble et pour la citoyenneté, c'est que demain, sur Facebook, comme sur d'autres réseaux sociaux, nous soyons des citoyens comme nous le sommes dans la vie réelle. On va imaginer juste que par l'ascenseur, là, arriverait quelqu'un qui se mettrait à hurler que la Terre est plate, que la Terre est plate et que la Terre est plate. Déjà, on lui dirait d'arrêter de crier, on lui dirait que c'est pas vrai. Peut-être on lui exposerait un élément scientifique afin de contrer son affirmation, mais en tout cas, on aurait une action par rapport à son message. Combien de fois vous êtes intervenu dans une conversation sur Facebook avec tout un tas de mecs qui disaient que la Terre était plate ? Vous les convaincrez jamais de changer d'avis. Les croyants resteront des croyants, les rationalistes des rationalistes. Par contre, au milieu de tout ça, il y a 80% de notre population qui, s'il arrive sur cette page Facebook à ce moment-là et ne voit qu'un seul sens dans le débat, ne verra pas qu'il y a une autre possibilité. Et donc, moi, si j'ai un message pour vous, citoyens, pour nous tous, c'est d'arriver à exercer sur ces réseaux notre citoyenneté comme nous l'exerçons dans la vie réelle. Et je pense que tant que nous ne ferons pas ça, nous ne pouvons pas attendre déjà que ces entreprises se régulent d'elles-mêmes, parce que je crois que ce n'est pas forcément non plus leur intérêt. Et finalement, c'est aussi à nous de nous emparer de tout ça. On dit souvent que les réseaux sociaux, c'est l'Internet, c'est ce qu'on en fait. Eh bien, faisons. Monique Dagneau, peut-être. Oui, je ne peux être que d'accord, évidemment, avec l'idée qu'il faut exercer une vigilance citoyenne sur les réseaux sociaux, parce que autre point vraiment qui est typique, c'est que les interactions dans les réseaux sociaux sont plus passionnelles, même éventuellement pulsionnelles, que dans le monde réel ou dans les organes de presse ou les anciens médias, où c'est plus une logique rationnelle qui s'exprime. Et un des points importants et qui est effectivement au détriment de la qualité du débat social, c'est que ce mode de fonctionnement délibératif est beaucoup plus un mode de fonctionnement émotionnel, passionnel et même parfois pulsionnel. Et c'est ça un des défauts, une des dérives de cette conversation Internet. Merci pour les anciens médiums. On s'estime quand même assez moderne encore, quand même. Vous avez bien raison. Monsieur Soli, un mot de conclusion. Dernier mot, madame, parce que on pourrait repartir pour une demi-heure de débat entre l'avantage, les risques et ce qui a été dit, évidemment, a du sens. Peut-être juste une idée et quelque chose à souligner qu'on voit beaucoup.
c'est que ce sont aussi un complément très utile à la démocratie participative. C'est-à-dire vous vous exprimez, vous votez tel jour, et puis vous élisez des représentants, etc. On voit très bien que les plateformes, je dis les plateformes, et pas uniquement Facebook, même si on a beaucoup parlé de Facebook, permettent d'entretenir le lien permanent avec aussi les élus, les représentants et le débat public. Et que se construisent où certains recherchent de plus en plus la participation, parfois la co-construction. Sachez, je termine par un chiffre, qu'aujourd'hui, 87% des gouvernements, des structures gouvernementales de par le monde utilisent Facebook pour parler en permanence. Il y a là peut-être un intérêt, et puis après, vous en faites évidemment et vous l'utilisez comme vous le voulez, ça reste une plateforme. Mais je trouve que le complément à l'aspect représentatif des démocraties qu'on connaît bien, pour avoir ce lien permanent avec ceux que nous avons élus, participer au débat, et notre pays, comme dans d'autres, a fourmi de plein d'exemples depuis des années sur ces sujets. Je pense que là, il y a aussi un atout très intéressant à une démocratie un peu différente. Merci beaucoup à vous trois. Merci au public. Merci à vous. Merci Edouard, merci à tous. Juste une minute. D'abord, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour la qualité de votre écoute pendant ces débats. C'était remarquable. Bravo pour votre participation. Les assises se poursuivent dans le carrefour des initiatives et dans le carrefour des partenaires que vous pouvez aller rejoindre maintenant dans les autres niveaux de ce couvent des Jacobins. Et puis, pour vous reposer les ménages, après cette journée bien musclée sur le plan intellectuel, nous vous convions à un concert gratuit de jazz au Grand Auditorium, ne serait-ce que pour écouter la qualité de son de cette salle. Ça vaut, ce sera à 19h45 avec le trio du chemin. À demain. Par des salopards de propagandistes. Je suis ravi d'entendre que les Français n'ont pas été ciblés. J'espère qu'on vérifiera à la fin que ce qu'il nous a dit sur les Français. Est-ce que Zuckerberg